Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de commencer cette semaine avec une thématique très intéressante qui est les dysfonctions de l'articulation temporomandibulaire et leur lien avec le rachis cervical, notamment l'aspect évaluation. Donc c'est une présentation qui fait référence déjà à une autre présentation que j'ai fait moi-même sur les cervicalgies non spécifiques, et comme certaines cervicalgies non spécifiques, ils peuvent avoir un lien avec un dysfonctionnement de l'appareil manducateur, et en même temps il est en lien avec une présentation qui sera d'ici 2 jours, mercredi, sur la prise en charge kiné de ces dysfonctions. Donc nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir à nouveau Monsieur Julien Botteldarn, qui est, je rappelle, kinésithérapeute et thérapeute manuel exerçant à Bruxelles. Et donc, je vais essayer de le joindre tout de suite. Comme ça, on démarre le live. C'était prévu qu'on fasse le live à 21h15, sauf que le décalage horaire qui s'est fait au cours du week-end, on l'a vraiment oublié. Et donc, je m'excuse auprès de M. Julia pour cet aléa. Ça va, vous allez bien? Hello. Vous m'entendez bien? Tu m'entends bien? Oui, oui, on vous entend très très bien. Tout d'abord, je dois m'excuser pour cet aléa. En fait, on n'a pas su coopérer ensemble pour refaire un peu l'horaire. Donc, désolé, Monsieur Julien. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas pensé du tout. Je savais pas que vous changez d'horaire pendant le week-end. Oui. Il fait un peu plus froid qu'avant aussi ou? Oui, oui. Là où je suis maintenant, ça fait plus froid. Hein. C'est vrai. Je vois avec le bonnet, je me dis merde. Ils ont pris 1 heure en moins, mais il fait plus froid que d'habitude. Oui. Bon. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Oui. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parfait. Bon, ben, let's go. Donc, comme tu as dit, c'est une présentation qui va se faire un peu en 2 parties, avec aujourd'hui surtout une partie sur l'évaluation et sur un petit peu l'explication de pourquoi est-ce qu'on met souvent en relation le système manducateur et l'articulation temporomandibulaire avec la région cervicale, pour essayer de comprendre un petit peu quels sont les liens, que ce soit au niveau neurologique, au niveau musculaire et facial. Parce que c'est vrai que souvent, on entend parler des liens entre les deux. On dit toujours que c'est lié, et finalement, on explique assez rarement, ou en tout cas plus rarement, la vraie raison qui lie ces deux structures. Donc ça, on verra un petit peu au fur et à mesure de la présentation. Et alors, mercredi, ce sera une partie, ben voilà, avec Simon sur les différentes techniques et les outils thérapeutiques qu'on peut utiliser pour les prendre en charge. Lui fera aussi un rappel un petit peu anatomique et biomécanique de l'articulation temporomandibulaire. Donc c'est quelque chose dont on parlera un petit peu moins là maintenant. Dans le titre que j'ai donné avec l'évaluation de l'articulation des classes squelettiques et du rachis cervical, c'était pour directement mettre les 3 éléments dont on va parler un petit peu plus aujourd'hui, et essayer de les mettre un peu en relation les uns avec les autres et comprendre qu'est-ce qu'il y a comme relation là derrière, pour permettre mercredi de plus facilement faire le lien entre les différentes structures. Alors, tout ça, c'est effectivement des choses qu'on va mettre en lien pour faire un bilan cervico-crânio-mandibulaire complet, qui s'intéresse essentiellement au système manducateur. Donc on ne va pas partir dans la région supérieure au niveau du nez, au niveau des yeux, ou au niveau vestibulaire, au niveau des oreilles. C'est vraiment sur le système et sur les différents organes qui vont permettre les fonctions comme manger par exemple. Et donc, ce dont on va parler, les structures qui vont nous intéresser là maintenant, c'est le maxillaire supérieur, la mandibule. La langue, on ne va pas trop en parler là maintenant parce que c'est aussi une rééducation qui est assez spécifique
pour les troubles de position de la langue, par exemple, mais il faut savoir que ça peut influencer quand même certains éléments qu'on détaillera un petit peu par la suite. Donc maxillaire, mandibule, les arches dentaires, l'occlusion, donc la manière dont les dents vont s'emboîter entre la partie supérieure et la partie inférieure, toutes les différentes glandes, la glande parotide, auxquelles il faut parfois aussi penser pour certaines symptomatologies douloureuses avec les inflammations qu'il peut y avoir au niveau de cette glande, et puis bien sûr l'ensemble des structures nerveuses et vasculaires qu'on va retrouver dans la région. On va parler un petit peu quand même du système trigéminal, du trijumeau, des différents rapports qu'il y a entre le trijumeau et les autres structures nerveuses qui permettront aussi de comprendre, encore une fois, le lien entre ce système manducateur, la région cervicale, de temps en temps la posture dont on parle aussi un petit peu. Donc là, moi maintenant, je vais moins parler de biomécanique de l'articulation mandibulaire, je vais moins parler du disque, même si dans la partie du bilan, on en parlera un petit peu. Tout ça, ce sera de toute façon détaillé mercredi. Si jamais il y a des questions qui en viennent, ce soir, j'essaierai d'y répondre aussi. Mais voilà, ce sont des choses qui de toute façon viendront mercredi également. Articulation temporomandibulaire, classe squelettique. Qu'est-ce que c'est qu'une classe squelettique? C'est en lien aussi avec les classes d'angle qui eux, font directement appel aux différents emboîtements, donc à l'occlusion. C'est intéressant parce que voilà, c'est quelque chose qui est décrit quand même depuis très longtemps, au début du XXe siècle, en 1907. Voilà, c'est un monsieur qui s'appelait Angle qui a déjà décrit les classes squelettiques et les classes d'angle. Le but, c'est d'analyser, j'ai pris une dentition pour essayer d'illustrer un petit peu ça. Donc l'idée, c'est d'essayer d'analyser l'emboîtement entre la portion supérieure et la portion inférieure. Et l'idée, c'est de comprendre comment est-ce que cette occlusion peut venir influencer, par exemple, la position de repos de la mandibule. Donc l'analyse, elle va se faire dans les trois plans. Ce sera une analyse dans le plan transversal, dans le plan vertical et aussi dans le plan sagittal. On décrit en général trois classes. Donc un emboîtement dans une position neutre. Les patients qui ont une position plutôt rétrognate ou ceux qui sont plutôt prognates. Ça, c'est une exagération, ce ne sera jamais aussi marqué que ça. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de quantifier ce différent déplacement? On va analyser surtout la position de la canine. Donc, on va regarder la cuspide de la canine, la pointe de la canine, et voir un petit peu où elle va se trouver par rapport à la partie inférieure des dents. Dans une position normale, on a la cuspide de la canine supérieure qui va se retrouver entre la canine inférieure et la première prémolaire. Si jamais cette canine est déplacée vers l'arrière ou vers l'avant, on va classifier ces personnes dans une classe 2 ou une classe 3 au niveau des classes d'angle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a montré quand même que cette occlusion avait une influence donc sur la position de l'articulation temporomandibulaire, mais aussi un peu sur la répartition des tensions musculaires que vous pouvez retrouver au niveau du système manducateur, au niveau du système des muscles supra- et infra-hyoïdiens, et aussi un petit peu au niveau cervical du cou. Pourquoi? Ça, c'est un auteur, Delbar, qui a décrit ça aussi assez bien, qui expliquait que l'occlusion intervenait sur les chaînes musculaires via des afférences trigéminales. Donc, toutes les informations de contact dentaire sont perçues par le système trigéminal, est renvoyée, intégrée, et puis envoyée vers les autres structures qui vont régler, par exemple, la position de la tête. Cette position de la mandibule, elle va donc être influencée par les contacts dentaires. C'est pour ça qu'il faut essayer de les analyser. Et dans le bilan qu'on va essayer de faire, donc on regarde un peu l'organisation des dents. Si c'est des personnes qui ont eu des personnes édentées qui ont perdu une ou l'autre dent, on sait que c'est des contacts en moins au niveau des dents, donc des informations qui risquent d'être perturbées au niveau trigéminal. Donc on va aussi le noter dans notre bilan. Et puis, on va essayer de voir un petit peu quelle est la position de repos de la mandibule. On sait que dans une position de repos sans mouvement, c'est principalement la tension ou en tout cas les capacités viscoélastiques des structures musculaires qui vont jouer un petit peu le rôle de stabilisation de la mandibule. De nouveau, c'est une articulation qui est soumise à la pesanteur, donc un peu comme l'épaule, il y a un système ligamentaire et musculaire qui va devoir entrer en action pour essayer de stabiliser l'ensemble. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si j'ai un mouvement de nuque,
bah, je vais automatiquement jouer aussi sur une tension ou une traction différente sur mon articulation temporomandibulaire et sur ma mandibule. Et donc, ce sont encore une fois des réflexes trigéminaux qui vont permettre d'adapter les différentes tensions musculaires pour essayer de stabiliser cette mandibule. Donc, encore une fois, on voit que toutes ces informations trigéminales proviennent de beaucoup de structures différentes et elles peuvent rapidement influencer une position de repos de la mandibule. Ce qui est relativement facile à comprendre, du coup, c'est que si j'ai une mauvaise occlusion et que cette mauvaise occlusion n'est pas bien, le corps ne parvient pas à la compenser en tout cas, eh bien, je peux avoir une modification de tension musculaire dans la région. Si j'ai une augmentation de tension musculaire, ben, potentiellement des dysfonctions qui peuvent apparaître, des douleurs qui peuvent apparaître aussi dans la région. On y reviendra après quand on parlera un peu plus du bilan. On va faire un petit passage sur le système trigéminal pour l'ensemble des structures qui sont liées à ce système et en relation avec les différents éléments qui jouent sur le contrôle postural. Moi personnellement, et c'est un petit peu le cas de Simon aussi mercredi, si jamais il y a des discussions, toujours des discussions intéressantes aussi, mais nous on considère vraiment qu'on a un jeu de posture qui peut se faire entre la mandibule et la région cervicale. Un petit peu moins sur le reste du corps. Voilà, il y a des concepts, ce sont vraiment des concepts qui existent, avec l'orthoposturodontie par exemple, qui elle essaye vraiment de mettre en évidence une posture globale du corps qui est influencée par l'articulation temporomandibulaire. Et qui vont peut-être dire que une malposition du pied, du genou et de la hanche est finalement en fait en lien avec une déviation mandibulaire dans une position de repos. Bon, moi je le vois personnellement un petit peu moins en pratique. Quand je trouve des choses qui sont aussi distales au niveau du membre inférieur, je me concentre quand même d'abord sur le membre inférieur et éventuellement je monte sur les articulations sous-jacentes. Ça m'arrive rarement, j'avoue, de faire le lien entre le pied et la mandibule directement. Ça n'est pas encore arrivé en pratique en tout cas. Maintenant, pourquoi pas un jour avoir un patient qui résiste à tous les traitements, et je me dirais, tiens, pourquoi pas aller voir un peu au niveau de l'ATM, on ne sait jamais. Et c'est peut-être pas la première chose à laquelle je vais penser directement. Par contre, au niveau du rachis cervical, au niveau de la ceinture scapulaire, là, c'est quand même quelque chose que je regarde pratique. Autant au niveau de l'occlusion qu'au niveau de l'état de tension que je vais avoir dans cette sphère orofaciale. On revient au trijumeau. Donc, 5e paire de nerfs crâniens, un relais dans un ganglion de Gasser, bon, ça on s'en fiche un petit peu, moteur et sensitif, 3 terminaisons nerveuses, V1, V2, V3, nerf ophtalmique, nerf maxillaire sup, nerf mandibulaire ou maxillaire inférieur. Et ce système trigéminal, ce nerf trigéminal s'occupe de l'innervation de l'ensemble du système manducateur. Donc on a quand même un nerf qui va s'occuper de l'innervation de l'ensemble des structures. Donc il va recevoir beaucoup d'informations et va après les dispatcher un petit peu avec le reste des structures. Qu'est-ce qu'on a réussi à mettre comme lien avec le trijumeau dans la littérature? On a trouvé un lien avec le système vestibulaire, on a trouvé un lien avec le système avec la formation réticulée, avec le cervelet, avec les cervicales, avec le système visuel. Donc toutes ces structures qui ont également un rôle à jouer dans le contrôle postural, on voit qu'elles sont un peu influencées par le système trigéminal. Nous, on va se concentrer surtout sur ce lien avec le système cervical, même si petite note sur la formation réticulée, c'est intéressant parce que les patients qui se plaignent de dysfonction temporomandibulaire ou surtout de douleurs temporomandibulaires, ce sont des patients qui ont des insomnies assez importantes, qui ont des céphalées de tension, qui sont parfois un petit peu vite irritables. Et on sait que cette formation réticulée joue un rôle aussi dans le cycle du sommeil. Et donc, voilà, on se dit que quand même, voilà, j'ai un problème dans cette zone-là, je perturbe un peu mon information trigéminale qui va décharger avec ma formation réticulée et qui va finalement venir perturber aussi mon sommeil. Et donc, on parvient déjà à faire le lien un peu entre la clinique et finalement ce qu'on trouve en neurologie et en anatomie. Donc, c'est assez intéressant ça quand même.
cette formation réticulée jouerait aussi un rôle sur la manière dont les contractions musculaires vont se faire au niveau de la mandibule. Et donc, voilà, on a quand même quelque chose d'assez intéressant qui permet qu'on peut mettre en évidence en analysant un petit peu ces liens anatomiques. Au niveau cervical, c'est surtout au niveau de la disposition des différents noyaux du trijumeau qu'on va retrouver jusqu'à C1, C2, C3. Et donc, c'est des éléments qui vont être en lien aussi avec les nerfs sous-occipitaux, de C1 à C3 essentiellement. Il y en a qui décrivent même des liens avec le rachis encore plus bas au niveau thoracique et lombaire. Bon, ça a été décrit par certains auteurs dans certaines dissections en essayant de chercher un peu les liens, mais en tout cas au niveau C1, C2, C3, on est sûr qu'il y a un vrai lien au niveau de ces différents noyaux. Il y en a qui décrivent aussi une influence des afférences trigéminales directement sur l'activité électrique du trapèze ou du sternocléidomastoïdien. Ça arrive souvent, et on en reparlera mercredi avec Simon aussi, ça arrive très souvent qu'on retrouve des tensions au niveau du sternocléidomastoïdien qui diffusent un petit peu dans la tête et qui peuvent aussi interagir avec cette articulation temporomandibulaire. Autre lien intéressant entre l'articulation, les ATM et la région cervicale, c'est un petit peu le pattern de mouvement qui peut se mettre en place. Si on demande à quelqu'un, et on va toujours le demander dans la partie évaluation et bilan de l'ATM, une ouverture de la bouche, on va lui demander d'ouvrir la bouche et puis on va lui demander une ouverture maximale de la bouche. Et on remarque qu'il y a un mouvement cervical qui accompagne ce mouvement d'ouverture de la bouche. Alors, moi personnellement, je n'ai pas publié ça, mais je pourrais le faire, je devrais le faire même d'ailleurs. J'ai analysé ce mouvement de la tête avec l'ouverture de la bouche. Et donc, on a remarqué qu'on avait quand même une extension d'un peu moins de 10 degrés, une légère translation antérieure chez certaines personnes aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce mouvement cervical par rapport à ce mouvement d'ouverture de la bouche? C'est qu'il y a un pattern de mouvement commun qui se met en place. Et que ce mouvement cervical, certains auteurs disent qu'il est surtout là pour améliorer le bras de levier des structures qui permettent d'abaisser la mandibule. Ce qui semble logique, puisque si j'abaisse la bouche, je vais vite arriver en position raccourcie au niveau de mes supraioïdiens, et cette extension de la nuque me permet d'augmenter le bras de levier et donc de maintenir une certaine capacité de tenir de la force au niveau de mes muscles supraioïdiens. D'autres ont aussi montré que, ça fait de nouveau un peu référence aussi aux différentes informations qu'il y a pour la position de repos de la mandibule, que les variations de position de la tête, donc on n'y pense pas non plus, mais on mâche quand même beaucoup, on avale, on déglutit, c'est une articulation qui bouge beaucoup, et systématiquement, quand on bouge la tête, quand on regarde vers le haut, quand on regarde vers le bas, on va avoir une modification de l'état de tension au niveau de la mandibule. Et donc, les variations de position de la tête vont, via des réflexes, directement induire une modification de tension au niveau de la mandibule. Ça, ce sont des réflexes vestibulo-massétériens qu'on a décrits et qui influencent le tonus des muscles masticateurs. Deriou et Hall, en 2003. Eux, ils ont analysé ça de manière assez poussée et c'était assez sympa. Donc, système vestibulaire, analyse de les différentes positions de la tête, directement un réflexe qui va adapter un petit peu l'état de tension au niveau de la musculature, des portions musculaires périphériques autour des ATM. Younes, je ne sais pas s'il y a déjà des petites questions en lien avec cette première partie théorique ou pas. En fait, j'ai deux questions. J'ai la troisième qui est écrite. Je commence avec la troisième. Y a-t-il un lien entre le SADAM et vertige? Les vertiges d'origine vestibulaire. Je vois qu'elle a mis vertige d'origine vestibulaire. Si j'ai un vertige d'origine vestibulaire, je dois traiter le vestibulaire. Je ne vais pas traiter mon syndrome algo-dysfonctionnel au niveau de la région mandicatrice. Maintenant, je pense, et c'est toujours ça qu'il faut garder en tête, encore une fois dans le raisonnement clinique, c'est que je peux avoir des éléments et des postures anormales, des problèmes d'occlusion, par exemple, chez certaines personnes, mais qui sont bien compensés par la personne.
Le problème va se manifester quand la personne n'arrive plus à compenser ces problèmes-là. Elle décompense et donc on retrouve alors une symptomatologie qui va se manifester. Je pense alors que du coup, quelqu'un qui a une vraie perturbation de la mandibule ou de la position mandibulaire, un problème d'occlusion, un problème de rapport entre le maxillaire supérieur et la mandibule, vu les liens neurologiques qu'il y a entre le système vestibulaire et le système trigéminal, on pourrait peut-être à un moment avoir une perturbation vestibulaire. Mais un lien directement avec un problème vestibulaire et un problème trigéminal, non. Si j'ai un problème d'oreille interne, ça ne sert à rien de traiter la mandibule. Je ne sais pas si c'était ça la question de la personne ou pas. En fait, c'était la question, oui. Ok. Alors, j'ai deux autres questions. Une question qui parle du trapèze rebelle. Est-ce que ça serait d'origine de l'ATM? Un trapèze... Ben, oui. C'est toujours un peu le même genre de questions et de réflexions nouveau qu'il faut avoir. Hein. Si je traite mon trapèze et ma nuque et que je vois pas d'amélioration et que dans mon bilan j'ai trouvé beaucoup de signes qui font penser à une dysfonction temporomandibulaire, alors je peux essayer de faire le lien entre ce problème de tension du trapèze et mon système manducateur. Donc encore une fois, c'est mon bilan et le raisonnement clinique que je vais avoir avec ce bilan qui va me dire est-ce que j'ai plutôt un problème cervical ou est-ce que j'ai plutôt un problème temporomandibulaire. Ce que je pense qu'on peut essayer de mettre en évidence, c'est encore une fois, c'est une discussion, c'est que je pense que le système mandibulaire va plus influencer la région cervicale que la région cervicale avec le système mandibulaire. Je pense que ça va dans les deux sens, mais avec quand même une majorité des problèmes qui vont venir avec à la source un problème d'ATM qui influence les cervicales plutôt que l'inverse. Même si, à mon sens, les deux peuvent exister. Mais moi, une petite prédisposition dans ce sens-là. Donc voilà, pour la réponse du trapèze, ça dépend du bilan et de ce qu'on va tirer comme conclusion de ce bilan. D'accord. Alors, j'ai une troisième question. Si on a à utiliser des techniques neuro-inhibitrices des contractures, quels seraient peut-être les muscles les plus touchés dans les dysfonctions? Les muscles les plus touchés dans les dysfonctions de l'appareil. De la quoi? De l'appareil manducateur. Ok, c'est une bonne question. De toute façon, vous allez en reparler mercredi avec Simon aussi, mais on va retrouver beaucoup de tension de nouveau dans les muscles masticateurs, donc les muscles qui vont fermer la mandibule, donc masséter et temporal. On va retrouver beaucoup de tension, masséter énormément. Ce qui est bien dans la région de la bouche, c'est qu'on peut traiter en extra et en intrabuccal. Donc on a des techniques qui ont vraiment une action très efficace, rapidement avoir des effets positifs hein, sur les ATM en quelques séances. Parfois on améliore de manière impressionnante la symptomatologie des patients. Donc masséter, temporal, ptérygoïdien, beaucoup, même si voilà, c'est discutable au niveau de la palpation, mais quand même en intrabuccal, on s'est remonté assez loin. On peut gratter un peu sur l'apophyse coronoïde, les insertions, on peut essayer de remonter un petit peu plus loin. Donc, ouais. Masséter, temporal, ptérygoïdien, la région antérieure de la nuque, ça vaut toujours la peine d'aller jeter un petit coup d'œil aussi. Mais c'est toujours par ça qu'on va commencer de toute façon. Merci. En fait, j'ai des questions qui se ressemblent concernant certains dysfonctionnements. Ouais. Comme la relation entre bruxisme et ATM, les acouphènes et ATM. Ok. Alors, les bruxismes, j'allais de toute façon en parler, mais on peut en parler là maintenant. C'est bruxisme et acouphène, hein? Oui. Ok. Et leur relation avec l'ATM. Ok, je commence avec le bruxisme et puis on parlera un petit peu des acouphènes. Le bruxisme, on estime qu'environ 8 à 20% de la population peut avoir du bruxisme. Donc, c'est déjà beaucoup quand même. Ce qu'on a remarqué maintenant, c'est que le bruxisme, c'était plutôt une origine centrale que périphérique, avec un rôle important du stress. Donc les personnes qui sont
peut-être en manque de sommeil, stressés, qui ont eu des modifications dans leur vie. Voilà, on va attaquer un peu le biopsychosocial, mais quelque chose, voilà, le stress est quand même un élément essentiel qui peut déclencher des parafonctions, comme le bruxisme par exemple. Ce bruxisme, le principal problème, et il y a beaucoup de gens qui vont d'abord consulter des dentistes ou des stomatos avant d'arriver en kiné, bah, le dentiste, ce qu'il a remarqué, c'est l'usure des dents. Donc le principal problème du bruxisme pour un dentiste, c'est l'usure des dents. Nous, on va se dire le problème, c'est l'état de compression qu'on va avoir au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Si on utilise de manière constante, enfin pas constante, mais pendant la nuit, et aussi le bruxisme, s'il est trop important, on va avoir des tensions et des contractions trop importantes au niveau des muscles qui sont élévateurs de la mandibule. Donc oui, si on a des bruxismes, on peut avoir des problèmes de l'articulation temporomandibulaire. Mais ce n'est pas spécialement les problèmes temporomandibulaires qui vont créer le bruxisme, puisqu'on a plutôt une origine centrale à ce niveau-là. Bruxisme intéressant, on a des bruxismes primaires et secondaires. Ça veut dire que c'est soit des bruxismes qui sont liés à une maladie, comme par exemple le Parkinson. Il y a des gens des Parkinsoniens qui ont un bruxisme. On a des effets secondaires de certains médicaments, des antidépresseurs par exemple, qui peuvent créer aussi une augmentation du bruxisme. Et alors on a des autres bruxismes qui sont en dehors de toute cause médicale, donc peut-être plus liés à un facteur stress qui a été un petit peu le déclencheur du problème. Et alors dans ce bruxisme, on a des bruxismes nocturnes qu'on retrouve à certaines phases de sommeil, et des bruxismes diurnes, donc qui sont surtout des moments où on serre les dents. Ça se voit chez certaines personnes, on serre un peu les dents. Moi par exemple, j'ai un peu de bruxisme, je serre souvent les dents et la nuit ça m'arrive d'un petit peu grincer. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de stressé, mais voilà, on dit que le stress est un élément déclencheur aussi. Je ne sais pas si chez moi ça a joué, mais j'ai un peu de bruxisme. La nuit, ce sont des personnes qui, peut-être, voilà, si c'est des gens qui dorment avec un conjoint, le conjoint va dire, bah tiens, chérie, tu grinces des dents, ou on entend que ça grince parfois quand les gens le font très fort, hein. Et ça peut être sur toute une nuit complète, ça peut être des gens qui serrent les dents pendant une dizaine de minutes, ce qui est énorme pour l'usure des dents, hein. 10 minutes tous les jours pendant 10 ans, ça use à la fin. Les personnes qui présentent un bruxisme diurne, c'est parfois plus facile à traiter parce que le but, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils s'en rendent compte. Et donc, du coup, on va essayer de modifier un petit peu cet état de tension. On va leur donner des petits exercices ou des petites choses à essayer de faire pour prendre conscience un petit peu de ça. Donc, voilà, si la question de base, c'était bruxisme et ATM, alors je pense que le bruxisme peut créer des dysfonctions temporomandibulaires. C'est plus de nouveau dans ce sens-là que dans l'autre sens. Pour les acouphènes, c'est un peu le même raisonnement, hein. Les acouphènes, on met en évidence une certaine perception du son qui est différent avec les cils vibratiles qui bougent à une fréquence un petit peu différente. Donc on a un vrai problème médical derrière les acouphènes. Par contre, c'est vrai, et ça arrive très souvent, que des patients viennent pour des acouphènes et que dans le traitement manuel, on se retrouve à traiter les cervicales et la sphère orofaciale. Moi, par exemple, avec des acouphènes, j'ai quelques patients qui viennent un petit peu de manière périodique. Ça veut dire qu'ils viennent une fois tous les 1, 2, 3 mois, parce que quand ils ont une augmentation de leur acouphène, le traitement en intrabuccal, c'est quelque chose de très efficace chez eux. Donc oui, le raisonnement clinique, il est le même, hein. Le lien un peu neurologique dont on a parlé au début fait qu'un problème de bruxisme, un problème d'acouphène peut finalement créer et modifier un peu l'état de tension qu'on va retrouver dans la région des articulations temporomandibulaires. Oui. Sur la contre-indication d'ATM. Traitement. Contre-indication du traitement de l'ATM. Contre-indication de l'articulation temporomandibulaire. On ne sait pas. Contre-indication au traitement. Alors, les contre-indications, ça va être plutôt si j'ai une prise en charge d'un patient qui a eu une chirurgie, par exemple. Alors, dans certaines chirurgies, on a des délais à respecter. On fait pas les fractures de pendule.
Les fractures de condyle, par exemple. De condyle, mais je pense même à certains patients. Moi, ça m'arrive de suivre des patients qui ont un traitement orthodontique qui a été mis en place, avec parfois des chirurgies assez. C'est des chirurgies qui sont impressionnantes en stomato, hein, pour les avancées ou les reculs du maxillaire ou de la mandibule. Quand il y a des classes squelettiques, on parlait des classes squelettiques, quand il y a un vrai problème de classe squelettique, nous, on ne sait rien faire. C'est un problème osseux avec un rapport entre le maxillaire supérieur et la mandibule qui est anormal, soit de nouveau en prognate ou en rétrognate. Mais donc là, on passe par une intervention chirurgicale très lourde. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre des stomatos et d'aller en salle d'op. C'est impressionnant aussi, hein. Mais après, ils ont tout un système pour augmenter la traction que les patients règlent par eux-mêmes. Et ça arrive qu'à certains moments du traitement, quand on retire un peu le matériel, ou même pendant, que ce sont des patients qu'on traite pour essayer de diminuer un peu la tension, parce qu'ils peuvent se plaindre de céphalée à cause de l'augmentation de tension. C'est des patients avec qui on ne va pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas des patients avec qui je vais aller mettre mon doigt dans la bouche et pousser à certains endroits. Non, je vais devoir faire plus attention quand même. Sinon, pour quelqu'un qui se présente à la consultation sans notion de traumatisme, sans antécédent chirurgical, sans signe d'alerte, j'ai pas de vraie contre-indication. Tant que je sais ce que je fais et là où je mets ma main en intrabuccal, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez peut-être leur poser quand même la question s'ils ont tendance à vite vomir quand ils ont un doigt dans le fond de la gorge, parce que parfois on va assez loin et ce serait bête de déclencher un réflexe de vomissement en plein milieu de la consultation. Mais sinon, rien de spécial. Moi, je vois rien de spécial. Pour y reposer la question à Simon, voir un peu ce que lui pense. Oui. Alors, j'ai moi-même une question. Je l'ai oubliée tout de suite, mais je vais la chercher, mais j'ai d'autres questions. Fasciathérapie et ATM. Quoi ça? La question, c'est quoi? La fasciathérapie et l'ATM. Est-ce que ça pourrait aider? Alors, fasciathérapie, voilà, ça a été décrit. Dans leur livre, il y a un livre qui a été fait par Closade et Marty, qui sont, si je me souviens bien, c'est un stomato et un podologue. Bon, ça, on s'en fout. Mais eux ont essayé de faire un petit référencement des différentes chaînes musculaires qui parcourent le corps. Et il y en a beaucoup qui terminent soit de postérieur à antérieur et qui terminent vers la région buccale, soit antérieure et qui vont jusqu'à la langue. Et donc, eux, ça leur permettait aussi de parler du lien entre le système manducateur et le reste du corps. Mais on sait que certaines chaînes musculaires se continuent jusqu'à la région faciale. Donc, oui, la fasciathérapie faite d'une certaine manière. Alors, la fasciathérapie, c'est vaste et il y a plein de concepts différents dans la fasciathérapie. Mais si on pense au fascia en tant que tel, la vraie structure faciale, oui, il faut essayer de la travailler parce que c'est une région avec beaucoup de densité faciale. Quand on fait un travail crânien, c'est aussi un peu du facial qu'on essaie de faire. C'est pas toujours en ostéo. Enfin, toi, tu peux en parler aussi un petit peu. Quand on pose les mains, c'est aussi un petit peu essayer de moduler l'état de tension qu'on a au niveau de certains fascias. Dans la région antérieure de la nuque, avec le platysma aussi, mais ce sont toutes des régions où on peut essayer d'équilibrer un peu ces tensions faciales. Donc ouais, ça peut trouver une utilité, bien sûr, c'est sûr. À distance aussi, même, à distance de l'ATM. Oui. Alors ma question, en fait, elle est en rapport avec celle-ci. Concernant certains tests kinésiologiques qui essayent un peu de chercher l'impact de l'ATM sur la posture générale. En fait, en comparant plus ou moins la longueur des membres supérieurs avec bouche ouverte et bouche fermée. Est-ce que ça a un sens selon vous ou bien ça ne sert à rien? Donc, tu veux faire une analyse posturale, statique? Oui. Bouche ouverte, statique. Bouche fermée? Exactement. En fait, comment ça se fait? Le patient étant assis pour éliminer un peu l'information podale, ascendante, et on demande au sujet d'allonger ses membres, comme ça je le tiens, depuis les poignets. Je lui demande de le faire tout d'abord bouche fermée et puis bouche ouverte. J'élimine les informations de pression dentaire
et je vois est-ce qu'il y a un changement dans la lourdeur du membre, l'allongement, la longueur du membre. Et je peux dire que l'ATM, en cas de changement, il serait responsable de ce déséquilibre postural dans la ceinture scapulaire et dans le reste cervical. Alors, bon, le raisonnement qu'on peut avoir, il est même plus subtil que ça. Il est plus subtil que ça parce que c'est le contact dentaire ne joue pas. C'est pas juste je ferme les dents ou j'ouvre la bouche et est-ce que je tiens mieux ou moins bien ou est-ce que j'ai plus de force ou pas. C'est-à-dire que encore une fois, on va jouer sur. C'est pas tellement l'occlusion là, mais c'est justement voilà, c'est le fait d'avoir un contact dentaire ou non. Quand j'ai un contact dentaire, j'ai un réflexe qui peut se faire aussi au niveau de la fixation du regard, parce que j'ai aussi un lien avec le système visuel. Alors, il faudrait presque essayer, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas, mais il faudrait presque essayer la bouche ouverte, la bouche fermée, les yeux ouverts, les yeux fermés, et voir si ça change aussi quelque chose. Si j'ai un contact dentaire, j'ai une fixation du regard. Donc, j'ai éventuellement, c'est un peu comme le contact du pied au sol, j'ai une information sensorielle et sensitive supplémentaire par contact des dents, par fixation du regard, qui peut stabiliser. Et si je stabilise l'ensemble, j'ai potentiellement une capacité à fournir plus de force puisque plus de stabilité. L'autre raisonnement que je pourrais avoir, c'est ouverture de la bouche, un petit déséquilibre qui peut se faire. Alors, ça devient plus compliqué parce que si j'ai une ouverture de bouche, il faudrait que je puisse analyser quel genre d'ouverture j'ai. Si j'ai une ouverture avec un déplacement latéral qui peut se faire et qui va majorer une activité musculaire qui peut être un petit peu, enfin, qui va influencer un petit peu l'activité musculaire, on ne sait pas, je peux aussi avoir une modification. Je peux avoir une modification de posture de la tête et je peux du coup avoir une modification de posture de ma ceinture scapulaire et de la force que je peux fournir. Donc, est-ce que ça peut influencer? Oui. Toujours, à mon avis, non. Ce sera dans certains cas. Mais c'est plus subtil que juste ouvrir et fermer la bouche. Ça, c'est mon raisonnement à moi. Je ne sais pas si toi, tu veux rajouter quelque chose. Non. Moi, je voulais juste savoir votre opinion là-dessus. Voilà. Il y a une question sur la chirurgie orthognathique et le traitement de l'ATM. Ouais. Comment prendre en charge ces patients? Ok, encore une fois, ça va dépendre un peu de l'intervention chirurgicale qu'ils ont eue. Hein. Est-ce que c'est une minésectomie? Est-ce que c'est une chirurgie par ostéosynthèse suite à une fracture? Est-ce que c'est des patients jeunes? Est-ce que c'est des patients vieux? Est-ce qu'il y a de l'arthrose? Il y a beaucoup de choses qui influencent. Donc ça, c'est comme une rééducation orthopédique pour un membre ou pour une colonne. Ça veut dire qu'on a un certain protocole à devoir respecter, un délai de cicatrisation à devoir respecter. Travailler sur l'ouverture, fermeture de la bouche, c'est une récupération de mobilité, donc il faut pouvoir récupérer. Ça ne sert à rien de forcer, de vouloir ouvrir à fond quand on vient de se faire opérer. Donc voilà, c'est respect des délais, connaître un petit peu les protocoles des différents stomatologues, parce que c'est une chirurgie, donc il y a le stomato, c'est ce que lui a été faire. Donc ça dépend de la chirurgie, et du protocole qui peut se mettre en place. Mais grosso modo, on aura toujours un travail de drainage, un travail de récupération de mobilité, un travail de détente et entre guillemets de réharmonisation myofaciale de l'ensemble. Et encore une fois, ce sont des gens qui peuvent avoir des symptômes, cliniquement des symptômes ailleurs qu'au niveau de l'ATM, donc on peut déjà traiter un petit peu ça. Si ce sont des gens qui, à la suite de l'intervention, c'est des interventions qui parfois peuvent durer longtemps aussi, donc dans la position couchée où ils ont été, peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées. Donc s'il y a des plaintes cervicales, m'occuper des cervicales. S'il y a des plaintes de céphalée, m'occuper un peu de cet état de tension-là. Beaucoup de choses à faire. S'il y a un œdème important, drainage important aussi. Voilà. Il y a du travail en tout cas, il y a beaucoup de travail. Alors j'ai une question un peu générale. Est-ce qu'une dysfonction de l'ATM pourrait être un facteur d'une mauvaise performance chez un sportif? Je pense que pour ça, il faut analyser tout le reste d'abord par rapport à sa performance.
analyser son état de forme, analyser son état de fatigue, analyser si ses prises de sang étaient bonnes, analyser s'il était dans un bon jour ou pas. Et puis, une fois qu'on a pensé à tout ça, on peut commencer à penser à l'ATM. Alors, c'est comme ce que j'ai dit au début. Hein. Il y a des gens qui... bon, ça a été remarqué avec des sportifs, des athlètes, des coureurs qui avaient des caries ou autres. On trouvait qu'ils avaient des problèmes aussi au niveau postural. Donc, est-ce que ça peut influencer? J'ai envie de dire oui. Est-ce que ça influencera toujours et chez tout le monde? Bah, la réponse, c'est non. On est de nouveau dans le même principe de base. Hein. Je sors un peu de la norme. Si mon corps peut s'adapter, j'ai pas de problème. S'il n'arrive pas à s'adapter, je vais commencer à avoir des symptômes. Donc oui, ça peut intervenir. Non, ça va pas intervenir à chaque fois. Je pense que, pour avoir vu certains patients, qu'ils soient jeunes ou un peu plus âgés d'ailleurs, que ce qui va surtout être déterminant quand on voit la personne, c'est l'occlusion. Si les gens ont vraiment une occlusion ou des contacts dentaires ou quelque chose de vraiment anormal, je pense qu'on peut suspecter des conséquences à tout ça. Si jamais j'ai dans mon bilan une dysfonction qui est essentiellement un bruit articulaire, est-ce que le fait que le sportif ait un petit ressaut du côté droit, est-ce que ça peut influencer sa performance? Je pense que c'est aller chercher un petit peu loin. Mais si maintenant ce bruit articulaire est en lien avec toute une autre série de symptomatologies, alors peut-être que c'est quelque chose que je pourrais envisager, mais qu'il va falloir approfondir de toute façon. C'est dur de donner une réponse précise. J'ai envie de dire juste c'est possible, mais c'est pas systématique. Oui. Alors en fait, j'ai une question personnelle. Et là, je vais un peu toucher un sujet sensible. Que pensez-vous d'un traitement ostéopathique de l'os temporal et un dysfonctionnement de l'ATM? Je me suis dit qu'il fallait que j'avale d'abord l'eau pour pas la Tu peux le faire, hein? Donc, qu'est-ce que je pense d'un traitement sur l'os temporal pour essayer de traiter la fonction temporomandibulaire? Oui. Ben, bon, j'ai envie de dire, ça dépend. Je préfère que tu me dises ce que toi tu fais ou tu penses faire au niveau de l'os temporal. Ça dépend de ça au final. Qu'est-ce que tu fais sur l'os temporal? Alors, en fait, là tu m'as poussé dans le coin, mais je vais répondre tout de même. En fait, la peine musculaire latérale, il commence sur le plan facial au niveau de cette région-là, temporale. Et puis, le fait d'agir là-dessus, moi, je pense sur le plan facial. De toute façon, ce n'est pas le raisonnement des ostéos. Sur le plan facial, on pourrait soulager le fascia qui part depuis cet os. On peut soulager au niveau de la région de l'ATM, peut-être la musculature et les fascias qui sont autour. Mais en fait, le raisonnement ostéopathique va au-delà, vous le savez. Il y a une pensée que l'os temporal, il bouge et que si on améliore sa mobilité, on améliore toutes les structures neurologiques, vasculaires qui passent au travers. Et donc, forcément, sur le plan biologique, l'ATM, comme entité biologique, il va fonctionner d'une manière plus performante. Oui. Bon, encore une fois, je pense que le raisonnement est important et au-delà de tous les concepts qu'il peut y avoir, si quelqu'un explique un concept avec des faits concrets et des résultats cliniques probants, j'ai envie de dire, bah c'est bien. On s'en fiche qu'on parvienne à avoir une explication derrière ou pas. Julien, rappelle-toi que j'ai pris de la distance en relatant un peu l'explication des ostéos. Hein. Mon explication, ça reste faciale et faciale locale. Voilà. C'est ça. Donc, c'est bien parce que tu rejoins un peu ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que si on travaille au niveau du crâne, par exemple, quand je suis au niveau de mon temporal, mon occipito-frontal, j'ai beaucoup de structures qui peuvent faire le lien entre le postérieur et l'antérieur.
qu'elle soit musculaire ou faciale. De toute façon, là où j'ai du muscle, je vais avoir du fascia, je vais avoir beaucoup de structures et de tissus conjonctifs. Donc ça, c'est sûr, et le débat, il est plutôt sur quelle technique utiliser, mais c'est sûr qu'on peut agir sur ces états de tension dans cette région-là. L'autre chose hyper intéressante dans cette sphère, c'est que, encore plus chez les enfants, enfin c'est dans le développement de l'enfant qu'on remarque ça, mais que l'état de tension faciale de la région module très fortement l'évolution du morphotype. Exactement. C'est comme la cavité buccale et le palais. Tout ça, c'est formé par les actions de poussée de la langue, c'est formé par les contacts dentaires. C'est toutes ces différentes forces qui vont moduler le morphotype de la personne. Donc, chez l'enfant, il y a beaucoup de choses à faire. Chez l'adulte, ben voilà, moi je pars du principe, encore plus avec les données récentes qu'il y a au niveau de la science, que l'adulte, il a des sutures, ça ne bouge pas. Je pars du principe que ça ne bouge pas, mais que je peux jouer sur l'état de tension faciale. Oui, ça je suis d'accord, et moi je le traite. Je me dis pas je fais du crânien, mais je vais traiter un peu l'état de tension faciale, le temporal et ce qu'il y a autour. Voilà. Alors, je pense que je n'ai pas d'autres questions. Je vais revenir. Alors, une question un peu globale. Quel est l'apport de la thérapie manuelle dans la dysfonction de l'ATM par rapport au traitement classique? Et on veut bien comprendre le traitement, c'est-à-dire la kiné classique, je pense. Ok. Bon, en général, quelqu'un qui a un problème d'ATM. Alors, une dysfonction temporomandibulaire, c'est très vaste. C'est jamais qu'un nom qu'on donne à un tableau clinique, et après il va falloir trouver les éléments qui représentent cette dysfonction temporomandibulaire. Donc, c'est trouver le problème, essayer de poser un diagnostic. Une dysfonction temporomandibulaire, c'est pas un diagnostic, c'est est-ce que j'ai un problème d'arthrose, est-ce que j'ai un problème de luxation réductible ou irréductible du disque. Ça, c'est essayer de poser un diagnostic. L'apport de la thérapie manuelle, il est encore une fois, il est vaste, et il va jouer surtout sur la précision des techniques. Encore une fois, le thérapeute manuel, j'avais défini un peu ce qu'était la thérapie manuelle la dernière fois. C'est juste pousser le raisonnement plus loin, essayer d'être plus fin, avoir un raisonnement clinique sur la mise en lien de la palpation, des techniques à utiliser en fonction du ressenti de la palpation. Donc, quelqu'un qui est spécialisé en thérapie manuelle, ou simplement qui est spécialisé dans la prise en charge des troubles du système manducateur, c'est quelqu'un qui va avoir les techniques les plus adaptées et les plus précises pour traiter le problème. C'est du repérage plus fin au niveau de la palpation, c'est un meilleur choix au niveau du choix de la technique. Voilà, c'est de la finesse et de la précision. Au final, c'est vraiment ça. Hein. Que ce soit de la thérapie manuelle ou ceux qui sont spécialisés dans la région. Ça, c'est mon avis à moi. Et encore une fois, l'avantage peut-être de la thérapie manuelle, encore une fois, c'est ce raisonnement clinique. C'est le fait de se dire, OK, j'ai un problème à tel endroit, avec mes liens, avec quelle autre structure, et OK, si mon traitement n'avance pas, c'est peut-être parce que j'ai loupé quelque chose. Ah, qu'est-ce que j'ai loupé? Alors, je vais aller chercher les autres structures ou les autres mobilités que je peux essayer de travailler. En tout cas, en thérapie manuelle, on cherche toujours quelque chose qu'on peut améliorer. Un peu comme en ostéo ou en manuel, quoi. Je me dis, est-ce que je vais jouer sur de la mobilité? Est-ce que je vais jouer sur une région, je n'aime pas ce mot, mais sur essayer de rééquilibrer un peu les différentes tensions musculaires? Est-ce que pour une ATM, est-ce que le mouvement d'ouverture se fait de manière idéale? Si non, si j'ai une déviation, que ce soit en C, en S ou peu importe, je vais mettre ça en relation avec des problèmes peut-être de tension musculaire au niveau des ptérygoïdiens, au niveau de l'action du masséter. Est-ce que j'ai une action qui est symétrique ou non? Donc c'est mettre en relation tout ce que je trouve dans mon bilan pour avoir un traitement efficace. Alors, en fait, j'ai une question qui va plutôt résumer. Je sais que vous avez répondu à cette question dans différentes parties de votre intervention, mais ça va résumer l'ensemble. Peut-être, Monsieur Khalid vous demande, est-ce que dans les dysfonctions de l'ATM, est-ce que l'orthophonie, l'orthopsie pourrait apporter quelque chose en plus de la kiné,
Là, peut-être il fait référence au système trigéminal et les différents structures qui entrent en lien avec ce système. Bon, alors, chez l'enfant, par exemple, on a souvent une prise en charge multidisciplinaire. Donc, on a l'enfant, on va le diriger vers tous les différents prestataires qui peuvent jouer sur une perturbation de fonction, que ce soit une fonction de parler, de manger, de déglutir, de respirer. On n'a pas parlé de la respiration, mais la respiration est aussi importante parce que les gens ont une respiration à gérer les deux. Donc, j'analyse et j'essaye de bilanter chaque fonction et en fonction des perturbations de la fonction, je vais l'envoyer vers tel ou tel prestataire de soins. Donc, est-ce que ça a un intérêt? Oui, bien sûr. Si, encore une fois, mon bilan ou le bilan du médecin qui va diriger le patient est bien fait et complet. Alors oui, le côté multidisciplinaire, il reste important de toute façon. Hein. C'est comme, voilà, on avait parlé un petit peu de la langue au début. Je sors un petit peu de la question parce que la réponse c'est oui, si encore une fois, si le bilan montre que c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qu'on traite, ou même des gens qui ont un traitement orthodontique pour essayer d'améliorer le contact dentaire, d'avoir une belle dentition. Et on remarque que ces gens ont un problème de position de la langue. Si jamais je fais mon traitement orthodontique et que je rééduque jamais cette langue, il y a des grandes chances pour que 15 ans plus tard, on se retrouve avec une nouvelle déformation de la dentition, simplement parce que un des éléments qui perturbe cette bonne occlusion, cette malocclusion, n'a pas été résolu. Donc, il faudrait alors diriger ces patients, en plus du traitement orthodontique, vers une rééducation linguale. Si j'ai des enfants, par exemple, qui ont des problèmes de locution, peut-être à cause du positionnement de la langue ou de l'articulation, ben, il faut que j'aille travailler là-dessus aussi. Soit moi, si j'ai les compétences de le faire, soit quelqu'un d'autre, si ce n'est pas de mon ressort. Oui. En fait, j'ai une participante qui insiste sur ces questions. Moi, j'ai trouvé une. Il vous demande quel est l'impact de l'ATM, les dysfonctions de l'ATM, sur la proprioception du rachis cervical, voire le membre supérieur. Quel impact? Quelle est l'influence? De nouveau, on va revenir au système trigéminal. Si j'ai une perturbation de la position de ma mandibule, on va faire assez large. Hein. Donc, on a vu que j'avais une position de repos de la mandibule qui était principalement régulée par la capacité viscoélastique des tissus, que ce soit ligamentaire, un réseau ligamentaire intéressant, ou l'état de tension musculaire. Si j'ai une perturbation de cette posture, une augmentation de tension dans la zone, je vais décharger au niveau de mes afférences trigéminales, qui vont envoyer toute une série d'informations aux différentes structures qu'on a vues. Cervelet, système visuel, système vestibulaire, formation réticulée et région cervicale. Et toutes ces régions sur lesquelles le système trigéminal va envoyer des afférences peut être perturbé par ces informations qu'il va recevoir. Est-ce que ça va systématiquement créer un problème? Je vais répéter encore une fois la même chose. Est-ce que ça va systématiquement créer un problème? Non. Est-ce que ça peut créer un problème? Oui. D'accord. Alors, en fait, là, j'ai une question personnelle. Je pense que je n'ai pas assez de questions. Je vais poser une qui est très intéressante pour moi. En fait, moi, j'aimerais bien faire une comparaison entre l'ostéopathie et le traitement en thérapie manuelle. En ostéopathie, on parle de lésions primaires, c'est-à-dire celle qui est la plus importante, et sur le plan historique, il s'est installé bien avant la deuxième, qui est secondaire. Alors, quand j'ai un dysfonctionnement du rachis cervical avec un dysfonctionnement de l'ATM, est-ce que le fait de traiter la dysfonction primaire, celle qui s'est installée au départ, aurait un impact important sur le traitement global? Ou bien, si je me trompe sur la dysfonction primaire et je traite la deuxième, est-ce que je vais apporter des solutions pour le patient?
Mais de toute façon, je vais vous dire un peu ce que pensent les autres news. C'est que si je rate la primaire, j'ai une grande probabilité que la dysfonction reprenne si je ne traite pas plus ou moins la cause du problème. Ouais. Bon, toi, tes questions, il faudrait que je les note. Hein. Alors, pour répondre sérieusement, je vais refermer ma chemise. Hein. Un peu de concentration. Oui, donc moi, ça fait partie du raisonnement. Donc si tu loupes le niveau de l'étiologie et de la manifestation de la pathologie, si tu loupes l'élément déclencheur ou la cause primaire, il y a des grandes chances que tu finisses par tourner en rond. Le raisonnement en thérapie manuelle, il est le même. Hein. Tu sais, encore une fois, voilà, ce qui est chouette, c'est que dans ce sujet-ci, vous allez avoir mon avis, ton avis, qui est super intéressant, et l'avis de Simon mercredi. Nous, on a fait principalement de la thérapie manuelle, mais on est parti un peu à l'étranger et on a bossé aussi avec beaucoup d'ostéopathes. Donc, notre raisonnement en thérapie manuelle, il est aussi influencé par tout ce qui existe en manuel, que ce soit l'ostéopathie ou les autres formes de prise en charge. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est prendre le bon de chaque spécialité, on va dire, de chaque spécialité, et retirer ce qui nous parle moins. Le raisonnement ostéopathique, en général, il est super, hein, il est top. Ils sont super forts aussi sur certains raisonnements. Mais donc oui, si je loupe une cause primaire, je vais peut-être améliorer un peu le patient, mais j'aurai toujours un fond qui va rester là. Et avec comme principal risque que la manifestation clinique, elle revienne comme elle était avant au bout de quelques temps. Même problème pour une ATM que pour n'importe quelle autre structure. Hein. Voilà, moi, là, sur ce coup-là, encore une fois, je suis d'accord avec toi et avec le raisonnement qu'il y a. Je pense que c'est ce raisonnement-là qu'il faut avoir de toute façon. Hein. On trouve, la cause primaire et après, on voit ce qu'on peut faire. La cause primaire, elle n'est pas toujours facile à trouver non plus. Hein. Parfois, ça peut arriver qu'avec une ATM aussi, comme on peut avoir plusieurs signes de dysfonction, on va travailler sur, voilà, on fait un bilan, on fait une évaluation, on va plus ou moins établir un programme de traitement en se disant, OK, tiens, je vais travailler plutôt sur telle ou telle structure ou plutôt sur des décoaptations ou autres. Et je vais essayer de voir si ça marche ou pas. Si ça marche et que j'améliore l'état, je suis sur la bonne voie. Si je fais quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est que je suis en train de traiter quelque chose qui n'est pas à l'origine du problème. C'est comme dans le raisonnement clinique, on m'avait parlé du fait que je travaille sur un test-retest. C'est un peu le essai-erreur. Si je fais quelque chose qui marche, je suis bon. Si je fais quelque chose qui ne marche pas, à un moment, ça ne sert à rien. Ceux qui vont traiter un problème 3, 4, 5 fois de la même manière sans amélioration, à un moment, il faut qu'ils se remettent en question. Hein. Mmh. Voilà. Ouais. Alors, je vous remercie. Si vous voulez placer un mot de fin. Écoute, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si, il y a plein de choses à dire encore, hein, mais je pense que c'est un sujet très intéressant. Je crois que ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, on en parlera mercredi, donc un peu plus de biomécanique, on reparlera un peu plus de l'articulation temporomandibulaire, un peu l'importance du disque, un peu l'origine de ce disque. Est-ce que c'est une invagination du ptérygoïdien latéral? Est-ce que c'est un fibrocartilage qui s'est développé pendant la croissance? Il y en a qui disent qu'après la 8e semaine intra-utérine, il y a quelque chose qui commence à se former aussi. Donc voilà, ce sera un débat qui sera ouvert. Lui va vous montrer, voilà, il faut laisser un peu de suspense, mais il vous montrera aussi un peu de technique, des rappels d'anatomie, ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Donc je pense qu'avec les 2 séminaires, vous aurez quelque chose d'assez complet. Donc voilà. Alors permettez-moi, Monsieur Julien, de vous remercier infiniment. Vous êtes maintenant une valeur sûre avec nous à la MTM. On vous remercie infiniment de répondre toujours favorablement à notre demande. Et je pense que nos participants, ils sont fiers quand ils regardent dans l'affiche Monsieur Julien. Donc je vous remercie infiniment. Avec plaisir. Merci beaucoup. Donc à la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Ciao, ciao, bonne soirée. À bientôt, merci. Alors, désolé, ça a coupé à cause de... On a 1 heure, on l'a expiré. J'aimerais juste rappeler un peu le programme. Demain, nous aurons avec nous Madame Dbar Lamia qui va parler des douleurs pelviennes et le rôle de la kiné là-dessus.
Après-demain, mercredi, nous aurons avec nous Simon Lombard qui va continuer sur la même thématique, les dysfonctions de l'ATM, et la région cervicale, la région crânienne. Il va parler plutôt de la prise en charge. Et jeudi, nous aurons avec nous Monsieur Salahuddin Al-Fadil, qui est expert en kiné sportif. Il va parler de la prévention des traumatismes. Et vendredi, j'aurai avec vous un rendez-vous pour parler concernant tout ce qui concerne les manipulations vertébrales. Donc sur ce, je vous laisse et je vous remercie infiniment pour votre fidélité tous les soirs. Merci.